Cette lettre existe. Elle a été écrite par le maréchal Mobutu à son fils aîné, Jean-Paul Niwa Mobutu, le 10 juin 1973, depuis Bruxelles. Ce n'est pas une lettre des chefs d'État, c'est la lettre d'un père qui a peur et qui cherche quelqu'un à qui confier ses secrets. Les documents changent tout ce qu'on t'a dit sur Mobutu. Parce que derrière les léopards, derrière les dictateurs, derrière les maréchals aux 32 ans de règne absolu, il y avait 21 enfants reconnus, 4 femmes et une famille que le pouvoir a construite et que la chute du pouvoir a détruite en une seule nuit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que les livres d'histoire n'ont jamais raconté sur ces enfants-là. Leur destin, leur trahison, leur silence. Et il y a un secret au cœur de cette famille que même les archives ont longtemps refusé de nommer. 21 enfants officiellement reconnus, 6 morts avant l'âge des 50 ans. Un fils surnommé Saddam Hussein par toute une capitale qui était aussi le principal mécène de Wenge Musika. Un autre fils qui a choisi de gouverner aux côtés de l'homme dont les pères avaient renversé les siens. Une fille qui a négocié en coulisses avec Nelson Mandela lors des dernières heures du régime. Une autre qui a tenté de mettre fin à ses jours en exil. Et une fille adoptive qui a dansé avec P. Diddy au bain-douche de Paris. Avant de se retrouver sans papier dans une administration française, voilà l'histoire que personne n'est à raconter. On commence. Sur cette chaîne, on ne fait pas des rumeurs. On ne fait pas des propagandes. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes vient des archives Jeune Afrique, les biographies des références de Jean-Pierre Langelier et Colette Bruckmann, les rapports des Nations Unies, les documentaires de Thierry Michel, les témoignages directs des enfants eux-mêmes, là où les informations sont incertaines, je te l'ai dit, et là où les zones d'ombre existent, je les nomme clairement. Mon travail, c'est de te donner ce que les documents révèlent vraiment, pas ce que la propagande a construit, pas ce que la nostalgie invente, les faits, les destins, les contradictions. Et dans l'histoire des enfants du maréchal, les contradictions sont partout. 1955, Marie-Antoinette épouse un jeune officier congolais. Elle a 14 ans, lui en a 24. Et dans ce mariage qui choque déjà les conventions de l'époque coloniale, les premiers enfants arrivent presque aussitôt. Il s'appelle Niwa, Jean-Paul, de son prénom chrétien. Personne ne sait encore en 1955 que ce bébé, né dans le Congo belge, va grandir pour devenir les fils préférés du dictateur les plus puissants d'Afrique centrale. Personne ne sait non plus qu'il mourra à 38 ans, 3 ans avant la chute du régime que son père a mis toute une vie à construire. Mais avant de parler des Niwa, il faut comprendre dans quel monde ces enfants ont grandi. Badolite, le maréchal a fait construire la forêt équatoriale du nord du Zaïre, ce que les journalistes étrangers ont surnommé la Versailles de la jungle. Un aéroport capable d'accueillir les Concordes, des palais en marbre, des piscines, des frigos remplis de sticks livrés par avion depuis Paris. Dans cette ville-palais, les enfants de Mobutu ont grandi entourés des gardes du corps, des diplomates et des courtisans. Être né Mobutu au Zaïre, c'était être né dans un palais des verts. Tout le monde vous regardait, personne ne vous parlait vraiment. Et ça, ces silences dorés autour d'eux, c'est peut-être la chose la plus lourde que le maréchal leur ait laissée. Acte 4, les destins un par un. Niwa, l'héritier que le sida a volé. Niwa est l'aîné. Et dans les familles d'Afrique centrale, l'aîné porte un poids particulier, une responsabilité sacrée envers toute la famille élargie Mobutu laissée. Et il est choisi, contrairement à ses frères qui vont vers l'armée et les affaires. Niwa emprunte les chemins de la diplomatie, secrétaire d'État aux affaires étrangères. Attention, secrétaire d'État, pas ministre. Certaines sources font cette confusion. Je la corrige ici.
puis à la coopération internationale. Ambassadeur itinérant, c'est lui qui représente les Zaïre dans les couloirs de Washington et de Paris. C'est lui que son père appelle, selon toutes les sources disponibles, les seuls à comprendre. Document historique. La lettre du 10 juin 1973, retrouvée 25 ans plus tard, citée dans les documentaires de Thierry Michel et dans l'ouvrage de Daniel Mongouya, révèle un Mobutu que ses discours officiels ne montrent jamais, paranoïaque certes, mais aussi tendre, inquiet, presque fragile, un père qui avertit son fils que même les proches du clan peuvent trahir. Le 16 septembre 1994, Niwa meurt à Kinshasa. Il a 38 ans. La cause, confirmée par la journaliste Michela Wrang, est documentée par plusieurs sources indépendantes, les SIDA. C'est une information que les régimes ne pouvaient pas raconter, alors il s'est tué. Sa demi-sœur, Ngawali, diplômée en relations internationales à Washington, prend sa place comme conseillère diplomatique personnelle de Mobutu. La succession continuait autrement, sans Niwa qui reste pour héritier. Konga les fils que même l'histoire a oubliés. Konga, fils de Marie-Antoinette, comme Niwa, sorti officier de l'école militaire de Kananga, décrit par ceux qui l'ont connu comme très discret et sans réseau, ce qui dans la famille Mobutu représente presque une anomalie. Il meurt probablement en 1992. C'est la date retenue pour les sources les plus fiables, Wikitree et Wikipédia. Croisant plusieurs témoignages de la diaspora, certaines sources écrivent 1995, c'est une erreur documentée. Pas d'article nécrologique, pas de communiqué officiel, aucune trace publique de sa mort, rien. Et c'est vide, cette absence totale des traces pour un fils des chefs d'État en exercice est en lui-même une information. Les régimes étaient encore debout et il s'est tué. Konga est peut-être l'enfant le plus effacé du clan Mobutu. Une vie entière. Une archive, c'est ça aussi l'héritage du léopard. Kongolo Saddam Hussein est la dernière nuit de Kinshasa. Kongolo Mobutu, né le 21 avril 1970. 8e enfant de Marie-Antoinette, frère cadet de Niwa, avec qui il partage la même mère, mais pas du tout le même destin. Dans les camps militaires de Kinshasa où il grandit, les camarades l'appellent d'abord Gang. Puis quelque chose change. Il part en Libye, puis au Moyen-Orient. Quand il revient, ses camarades ont un nouveau surnom pour lui, Saddam Hussein. 2 versions existent sur l'origine de ces noms. La presse internationale l'attribue à ses brutalités envers la population. Des sources congolaises, elles, racontent qu'il aurait défié des soldats américains à Kinshasa pour défendre des civils zaïrois. Les 2 récits coexistent. Aucun n'est formellement prouvé. Mais voilà ce que personne ne te raconte sur Kongolo. L'étude académique de Bob White, publiée par Duke University Press en 2008, est formelle. Kongolo était, je cite, probablement la figure la plus puissante de l'industrie musicale zaïroise des années 1990, Wangi Music ABCBG, Jibem Piana Werason, Didier Massela, et il en était le président honoraire. Il a forcé Koffi Olomide à se réconcilier avec Jossar Nyokalongo après leur brouille. Il a confisqué les passeports du chanteur Marie-Paul lors d'une dispute interne au groupe. Il a envoyé les chanteurs Emenea en exil forcé jusqu'en 1997. L'homme surnommé Saddam Hussein contrôlait la rumba zaïroise. Cette contradiction-là dit quelque chose d'essentiel sur la complexité de ces personnages. Avril 1997. Les forces des Kabyles avancent vers Kinshasa. La panique est totale. Le 17 mai 1997, Kongolo est la dernière personne du clan Mobutu à quitter la capitale, direction Brazzaville, puis Monaco. Le 24 septembre 1998, il meurt à Monaco. Il a 28 ans. La cause officielle n'a jamais été clairement établie.
les sources les plus solides évoquent une infection. D'autres, les VIH. Aucun certificat de décès public n'est disponible. Kongolo est mort avec tous ses secrets. Manda, les fils qui avaient tout essayé. Manda naît vers 1959 à Bruxelles, pendant les passages de son père à l'exposition universelle. Troisième fils de Marie-Antoinette, étude en Belgique, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. En 1986, il sort sous lieutenant de l'école militaire à Kananga. Un an plus tard, il quitte l'armée. La journaliste belge Colette Breckman, dans son livre « Les dinosaures » publié chez Fayard en 1992, documente ce qui suit. Manda s'élance dans les affaires, commence avec l'Afrique du Sud, de l'apartheid, trafic d'animaux sauvages, notamment des okapis, passeports, armes. Il gérait aussi les affaires familiales à Bagdolite. Il entretenait, selon Jeune Afrique, des rapports difficiles avec son père. Les sources ne précisent jamais pourquoi. En 1999, depuis l'exil à Rabat, il crée un parti politique, les Rassemblements national populaires. Ce parti n'a laissé aucune trace dans les archives, aucun membre connu, aucun programme, aucun élu. Il disparaît avec son fondateur. Le 27 novembre 2004, Manda meurt à Paris. Il a 44 ans. La presse congolaise écrit, courte maladie, la biographie des références de Jean-Pierre Languelier, publiée aux éditions Perrin en 2017, indique une autre chose, mais cette information, je la cite avec la source, est uniquement avec la source. Sa cérémonie religieuse a lieu en l'église Saint-Honoré des Lieux, dans le 8e arrondissement de Paris. Il est inhumé au cimetière de Montparnasse, le 3 décembre 2004, loin de Kinshasa, loin des Badolites, loin du fleuve Congo. 4 fils du premier lit, Niwa mort, Konga mort, 1992, Kongolo meurt aussi en 1998, Manda meurt en 2004. Tous avant 50 ans, tous avant de voir ce que le Congo allait devenir. Les filles du palais. On parle peu des filles du palais, c'est une erreur, parce que c'est dans leur destin que les poids du nom Mobutu se lient peut-être les plus clairement. Elles sont 5 du premier lit, Ngawali, Ngombo, Yakpwa, Yango et Ndabia. Ngawali, la diplomate, diplômée en relations internationales à Washington, elle prend la suite des Niwa après sa mort en 1994. Comme conseillère personnelle de son père. Dans les derniers mois du régime, elle est présente lors des pourparlers orchestrés par Nelson Mandela à bord des SAS dans les eaux du port de Pointe-Noire. Ce qu'elle a dit aux Américains, aux Français, aux représentants des Kabila, aucun câble diplomatique déclassifié ne les révèle. C'est une zone d'ombre totale. Ngombo, la blessure du vivant même de son père, quand Mobutu est encore au pouvoir, Ngombo tente de mettre fin à ses jours. C'est Jeune Afrique qui le confirme en 2007. Pas des dates, pas des circonstances. Un fait lancé dans une parenthèse, sans filet. Elle survit, elle vit aujourd'hui en Belgique, loin des caméras. Yakpwa l'a trahi. Elle épouse un homme belge. Jeune Afrique évoque une trahison de ses maris. La formule est volontairement vague. Les archives de la presse belge pourraient révéler cette histoire, mais elles ne l'ont pas encore fait. Yango. Les silences absolus. Aucun témoignage, aucune photo, aucune trace dans les archives disponibles, dans une fratrie où chaque membre, à un moment ou à un autre, laisser une trace publique, Yango est l'exception totale. C'est peut-être son droit. Ndabia, celle qui parle enfin, née en 1975, elle a 2 ans quand sa mère, Marie-Antoinette, meurt en Suisse. Elle grandit sans mère, dans l'ombre d'un père omnipotent. En 2026, elle brise les silences dans une interview pour Brut Afrique. Elle dit, je cite, « Nous avons grandi
avec des gardes du corps dans des palais. Et du jour au lendemain, on nous a demandé de trouver un emploi. C'est la parole directe d'un enfant du maréchal. Elle crée aujourd'hui son entreprise Asiekos Service. Zanga, la trahison qui ne dit pas son nom. Zanga Mobutu, fils de Bobi Ladawa, la deuxième épouse officielle du maréchal, né le 24 mars 1970. Études en Belgique, communication et relations internationales au Canada puis en France. Les profils du technocrate, pas du militaire. En 2006, il obtient 4,8% des voix à l'élection présidentielle congolaise. Quatrième position. Les noms avaient encore un peu de poids. Pas assez pour porter un homme au pouvoir. Et Zanga choisit Kabila. Le 5 février 2007, le fils du maréchal est nommé ministre dans le gouvernement de Joseph Kabila, fils de l'homme dont les pères avaient renversé Mobutu. Ses demi-sœurs du premier lit ne le lui pardonnent pas. Selon Jeune Afrique, son alliance avec Kabila n'avait pas été appréciée au sein de sa famille. Il y a aussi ceci, que presque personne ne raconte. Zanga est marié à Catherine Bemba, sœur de Jean-Pierre Bemba. En octobre 2006, pendant la campagne présidentielle, Zanga se retrouve encerclé à Badolite par des soldats armés fidèles à Bemba. Son propre beau-frère, des casques bleus de l'ONU doivent intervenir pour les libérer. Source BCC VOA. En mars 2011, Kabila les renvoie pour inactivité. En janvier 2023, il rentre à Kinshasa et soutient Tshisekedi. Les pendules continuent d'osciller. Jala, les survivants les plus discrets et les plus courageux. Jala, né le 29 mai 1971, fils de Bobi Ladawa lui aussi, et voici un détail que personne ne mentionne. Au moment exact de la chute du régime en mai 1997, pendant que la famille s'effondrait à Kinshasa, Jala était en Thaïlande et construisait une vie sur un autre continent. Après la mort de son père, il rejoint la famille à Rabat, puis rentre au Congo. En 2006, il est élu député de Badolite, réélu en 2011 et 2018, élu sénateur du Nord au Bangui. En 2019, réélu en 2024. Mais ce qui les distingue de tous les autres, c'est un geste unique dans toute la fratrie. C'est qu'en 2007, lors du 10e anniversaire de la mort de son père, Jala Mobutu demande publiquement pardon à toutes les personnes ayant été opprimées par le régime. Aucun autre enfant de Mobutu n'a jamais fait cela. Ces gestes, à peine documentés dans les archives disponibles, mais il existe. Les secrets des jumelles Bobi et Kosia. Et maintenant, les secrets que j'ai mentionnés au début. Mobutu a eu 4 femmes, mais 2 d'entre elles étaient sœurs jumelles, Bobi Ladawa et Kosia Ngama. Nées toutes deux le 2 septembre 1945, Bobi entre dans la vie de Mobutu vers 1970, en 1980, parce que les papes Jean-Paul II allaient venir au Zaïre et qu'il fallait une épouse légitime pour l'accueillir. Le maréchal l'épouse officiellement. Bobi Ladawa devient maman président. Mais Kosia, sa sœur jumelle, était l'épouse de Lito Moboti, l'oncle de Mobutu. Lito meurt en 1982 et Mobutu prend Kosia sous sa protection en tant que compagne, pas épouse officielle, la sœur de son épouse identique à elle physiquement. Le protocole du palais est alors clair et implacable. Lors des cérémonies officielles, Kosia s'affiche toujours derrière Bobi. Dans la tribune d'honneur, c'est les deals qu'ont accepté les 2 sœurs pour coexister dans le même palais avec le même homme. Septembre 1997, Rabat, le maréchal est mourant. Les 2 sœurs sont là, Bobi et Kosia habillées de façon identique, comme toujours. Le 7 septembre 1997, Mobutu meurt. Et elles tiennent leurs promesses. Pas question de rentrer au Congo sans la dépouille du maréchal. Depuis 28 ans, elles attendent. En novembre 2024, Bobi Ladawa a exprimé publiquement son désir de rentrer au Congo. La dépouille est toujours à Rabat. Les enfants de l'ombre.
Et maintenant, les enfants que vraiment personne ne mentionne jamais, quelque part au-dessus du Sénégal. À une date que les sources ne précisent pas. Un enfant né dans un avion. Sa mère est une compagne du maréchal, connue dans les cercles proches du palais sous le nom de Maman 41. Son vrai nom, Elodie Yabois Topeba. L'enfant naît dans les airs, au-dessus de l'espace aérien sénégalais. On l'appelle Senghor, en hommage au grand écrivain et président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ce détail est confirmé par au moins 6 sources indépendantes. Senghor grandit à Pau, dans le sud de la France, avec ses 2 frères, Dongo, le second enfant qui porte lui aussi les prénoms Zanga. On l'appelle Zanga II pour le distinguer du fils de Bobby Ladawa. Mobutu avait manifestement ses habitudes de prénoms. Ces jours-là, Senghor, Dongo, Zanga II vivent à Pau. Pas d'interview, pas de présence publique. Puis il y a Sengboni Telito. Elle est fille de Koussia et donc biologiquement fille de Lito Moboti, l'oncle de Mobutu, pas de Mobutu lui-même. Elle le dit elle-même, Mobutu était un père adoptif. Elle s'appelle Telito, pas Mobutu. Sa trajectoire est extraordinaire. En 1990, elle quitte les Zaïre pour la Suisse. 3 écoles privées. Elle rate son baccalauréat, Paris, l'Institut Charlemagne. Elle rate encore. Se retrouve sans papier, petit boulot au noir. Elle gère les relations publiques des bars parisiens. Elle a à ses habitudes au bain-douche les clubs du Tout Paris. Et puis Raphaël, fils d'une 4e compagne, Bangoula, décrit comme le plus ressemblant physiquement à son père. Participant aux réunions des familles internes, les archives ne lui donnent qu'une ligne. Robert, fils d'une femme de Brazzaville dont on ne connaît pas les noms. Il vit en Suisse, c'est tout ce que 3 sources indépendantes confirment. 30 ans de discrétion absolue, une performance de survie. Voilà ce que le maréchal a vraiment laissé derrière lui. Pas un empire, pas une fortune sécurisée, pas un héritier légitime, il a laissé 21 enfants. Éparpillés sur 4 continents, dont 6 sont morts avant d'avoir la 50aine, et dont la plupart ont choisi une seule stratégie, l'invisibilité. Niwa Konga, Kongulu, Manda, Ndokula, et d'autres encore dans l'ombre. Et les survivants, Senghor, né dans un avion, Robert en Suisse, Raphaël dont on ne sait presque rien, Jala, sénateur à Kinshasa, Sengboni qui parle enfin, Dabia qui témoigne en 2026. Ils vivent tous avec un nom qui ouvre certaines portes et enferme beaucoup d'autres. Comme l'écrit Jeune Afrique avec une clarté implacable, pauvre maréchal, il n'a pas enfanté des léopards. L'histoire des enfants de Mobutu, c'est l'histoire d'une génération sacrifiée sur l'autel du pouvoir absolu. L'e-book, les livres complets, est dans la description, avec les sources, les archives, les tableaux des 21 enfants et la chronologie complète de 1955 à 2025. Tout ce que cette vidéo a mentionné et tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de dire, si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Parce que cette histoire mérite d'être connue au-delà de Kinshasa, au-delà de Bruxelles, au-delà de la diaspora. Ces enfants n'ont pas choisi de naître Mobutu, ils ont seulement essayé de survivre à ces noms.